Bonjour à tous et bienvenue à ce premier cours de sujet de point. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Audrey Maheu et puis avec Philippe Nollet, qui est juste ici, on est les deux professeurs responsables du cours. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? On a un conférencier invité, Vincent Carreau, qui va faire sa présentation. On va prendre une pause d'à peu près une demi-heure, puis après ça, on revient, puis on a un temps de discussion avec M. Carreau. Donc, c'est là que vous avez la chance de poser toutes vos questions. Des fois, c'est des questions plus vraiment sur les données, des questions scientifiques. Des fois, c'est des questions un peu plus larges sur d'autres choses. Des fois, ça prend différentes tangentes. C'est vraiment libre. À la fin de la discussion, je vais présenter le plan de cours formellement. Je vais vous expliquer c'est quoi le travail qui est attendu de vous. Si vous vous dites, je ne sais pas, c'est normal, je l'explique à la fin de la discussion. Donc, notre premier conférencier pour lancer la série de conférences cet automne, c'est M. Vincent Carreau, qui est professeur au département de biologie à l'Université d'Ottawa. Entre 2015 et 2020, il a eu la chaire de recherche du Canada en écologie fonctionnelle. Et avant ça, il a fait ses études, son doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke, sous la direction de Fanny Pelletier, Denis Réal et Miriam Fries, où il a étudié, je vais dire son titre de thèse en anglais, je ne vais pas m'aventurer pour le traduire, Energetics, Life Histories and Animal Personality. Et aujourd'hui, il vient nous présenter une conférence dont le titre est à peu près la même chose que son titre de thèse, Energetics, Behavior and Performance, Trait Covariance Across Levels. Donc, Vincent, je te laisse la parole. Ça fait 45 minutes, je te ferai signe. Oui. Pour garder un 15 minutes de temps pour des questions générales. Parfait. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas présenté mes recherches tout court, mais aussi encore moins en présentiel. Donc, merci de me recevoir. Je suis vraiment impressionné. Puis, je trouve ça vraiment intéressant de venir visiter votre institut de recherche là, dans la belle région de la petite nation. Donc, aujourd'hui, on va parler de mes recherches qui se situent à l'interface entre l'énergétique, la physiologie, le comportement. Et je pense que l'Institut de recherche ici aussi, vous aimez ça, travailler à l'interface entre plusieurs disciplines. Et lorsqu'on fait ça, il y a des questions qui émergent, des questions quand même assez uniques. Par exemple, pour moi, je m'intéresse à savoir comment est-ce que la façon que les organismes travaillent ou fonctionnent et se comportent, comment est-ce que ça va influencer leur évolution? Une autre façon de poser la même question inversée, c'est comment est-ce que la physiologie et le comportement changent à mesure que les organismes évoluent et s'adaptent à différents milieux. Donc, pour répondre à ces grandes questions-là, il faut comprendre l'étendue de la diversité phénotypique dans les traits physiologiques et comportements et comprendre comment est-ce que les 4 mécanismes évolutifs vont causer de la variation phénotypique. Donc, ces 4 processus évolutifs-là, on les connaît bien. C'est les mutations, la dérive génétique, le flux génétique et celui qui m'intéresse le plus. Ce sont tous des processus évolutifs très importants. Celui qui m'intéresse le plus, c'est la sélection. Et en particulier, comment est-ce que la sélection naturelle ou artificielle va interagir avec les contraintes génétiques dans la variabilité génétique multivariée des organismes pour produire des adaptations. Donc, on va commencer par parler de façon vraiment simple les adaptations au niveau physiologique. Donc, depuis longtemps, surtout à partir des années 1960-70, les gens se sont posé la question, est-ce que la sélection naturelle agit sur la physiologie? Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les traits de physiologie et la fitness, donc le succès reproducteur? Donc, on pourrait prendre un trait de physiologie, la composition relative des types de fibres musculaires. Donc, il y a 2 types de fibres musculaires. Il y a le type 1, type 2. Et puis, on pourrait penser, dans certains milieux, avoir plus de certains types de fibres musculaires pourraient avoir un avantage au niveau de la reproduction ou de la survie. Donc, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont suivre des individus, ils vont prendre une biopsie, mesurer leur composition de fibres musculaires, ils vont suivre les individus, mesurer leur succès reproducteur, et s'ils font un lien entre les deux, bingo, on a trouvé comment est-ce que la sélection agit sur un trait de physiologie.
Mais ça, c'était l'ère, ce qu'on appelait mishmash biology, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils prenaient les organismes, ils les broyaient et puis ils mesuraient des traits physiologiques. Donc, ça devient un petit peu plus difficile de mesurer la fitness sur un individu qui est broyé. Okay? Donc, Arnold, en 1983, a établi un cadre de travail pour décortiquer ce problème, qui était comment étudier les adaptations physiologiques. Puis, il a divisé le problème en deux. Il a dit il y a un trou logique ici. Donc, il a posé la question, est-ce que la sélection agit directement sur la physiologie ou indirectement via la performance? Donc, c'est peut-être pas si important que ça qu'un individu ait plus de type 1 ou type 2. Mais ce qui est plus important, c'est lorsqu'un individu rencontre un prédateur, est-ce qu'il va être capable de courir assez longtemps ou assez rapidement pour s'enfuir? Donc, la sélection n'est peut-être pas directement sur la physiologie, mais la sélection a lieu sur la performance, qui, elle, est déterminée par la physiologie. Donc, il a dit en 2 temps, on pourrait travailler dans le laboratoire, quantifier le gradient de performance, et ensuite de ça, on pourrait travailler en nature et quantifier le gradient de sélection. Et ensuite, en 1994, Garland et Lozos ont dit qu'il y a un autre trou logique, et ça, c'est le comportement. Pourquoi? Parce que lorsqu'un individu, par exemple, rencontre un prédateur, c'est peut-être pas important s'il est capable de courir vite ou non, mais ce qui est le plus important, c'est sa réponse comportementale. Donc, si la réponse comportementale à la rencontre d'un prédateur, c'est de rester immobile et d'être camouflé, bien, on s'en fout de toute façon là, de la vitesse de course de l'individu. Donc, le comportement viendrait ici, il y aura un lien additionnel entre la performance et la fitness. Donc, moi, quand j'ai fait mon postdoctorat à l'Université de la Californie à Riverside, dans le laboratoire de Théodore Garland, lui, il m'a posé la question, je disais que j'avais fait ma thèse sur la personnalité, et c'était les différences individuelles en comportement. Il m'a posé la question, dans quelle année tu es né? J'ai dit 1981. Il a dit, ben moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les différences individuelles en comportement en 1981. Donc, ça a mis les choses en perspective. Et puis, je me suis intéressé de plus en plus à ces cadres de travail que lui avait développés. Et puis, en venant de ma perspective, je me suis posé la question que c'est peut-être comme ça que j'ai été initié à ce cadre de travail-là. Et puis, je me suis rendu compte que ce cadre de travail-là ne prenait pas en compte les compromis. On sait qu'il y a des environnements avec prédateurs et sans prédateurs. Donc, comment est-ce que ça peut moduler la relation entre la fitness et le comportement? On sait aussi que je suis très intéressé, je vous en ai pas encore parlé, mais on va en parler, de l'énergétique. Donc, un de mes intérêts les plus intenses, c'est d'étudier l'énergétique des animaux. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais l'énergétique n'apparaît pas dans ce cadre-là. Donc, j'ai travaillé avec TED pour élaborer encore plus le cadre de travail. Et puis, on a dit, bon, il y a un contexte écologique dans lequel ces relations-là ont lieu. Et puis, c'est le contexte écologique qui va moduler l'intensité et peut-être la direction de ces relations-là. Donc, par exemple, le comportement, si on prend un comportement, par exemple, la témérité d'un individu, il y a certains individus qui vont prendre des risques et d'autres qui vont tendre à prendre moins de risques. Bon, mais le lien entre ce comportement-là et, par exemple, le succès reproducteur va varier en fonction de s'il y a des prédateurs ou pas. S'il y a des prédateurs, les individus qui prennent moins de risques vont peut-être avoir des meilleures chances de survie. S'il n'y a pas beaucoup de prédateurs, ceux qui prennent des risques vont peut-être avoir plus d'opportunités de s'accoupler, par exemple. Et puis, en deuxième lieu, on a dit que le comportement, la performance ont tous des impacts sur les coûts, ont tous un coût énergétique, mais aussi certains d'entre eux vont rapporter un gain énergétique à l'animal. Et puis, le lien entre les gains et les pertes énergétiques va déterminer la balance énergétique et un individu peut seulement investir dans sa reproduction alors qu'il est en surplus énergétique. Donc, on a aussi établi un lien ici indirect à travers l'énergie. Donc, les questions que je me pose dans mes recherches sont celles-ci. Comment est-ce que les traits de comportement de performance et de métabolisme évoluent conjointement? Et puis, comment est-ce que les organismes vont gérer leur budget énergétique? Donc, idéalement, je pourrais établir une recherche dans laquelle on pourrait
quantifier tous les liens dans cette figure-là, utiliser une analyse de piste pour vraiment tester les liens causaux, mais c'est probablement impossible de tout faire ça d'un coup. Donc, ce cadre de travail-là, je l'utilise pour guider mes recherches qui parfois sont seulement sur une des flèches ou deux flèches à la fois. Et puis, maintenant, c'est le temps de parler de budget énergétique. Un petit cours de budget énergétique 101, très simplifié. On peut représenter les dépenses énergétiques d'un organisme comme étant la somme de l'énergie investie dans plusieurs activités, comme par exemple l'activité. Lorsqu'on est actif, on contracte nos muscles, ça coûte de l'énergie. Reproduction, donc production de tissus, lactation, des choses comme ça. La thermorégulation, la croissance, la digestion. Et il y a une sous-composante ici, qui est ce qu'on appelle les dépenses énergétiques de base, qui vont rassembler le coût énergétique relié au maintien des systèmes vitaux, comme par exemple le système musculaire, respiratoire, digestif. Donc, maintenir ces systèmes-là, c'est primordial pour rester en vie. Et puis, ça a un coût minimal de base. Et puis, le reste, on n'est pas toujours capable de quantifier toutes les composantes, rarement capable de quantifier les composantes séparément. Donc, on va parler ici pour le reste de la présentation de cette composante-là comme étant la composante activité. Ce n'est pas toujours l'importance relative des différentes composantes varie. On va parler de dépenses énergétiques actives. Et puis, beaucoup de mes questions de recherche vont porter sur quelle est la relation entre les composantes du taux métabolique de base ou les dépenses énergétiques de base et les composantes de dépenses énergétiques actives. C'est une question, oui? J'espère que ce n'est pas être utile comme question, mais est-ce qu'on va avoir accès à PowerPoint oui. de la présentation? Oui. Parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Oh, oui, c'est le sujet de pointe. On a dit que le cours, c'est le sujet de pointe, donc c'est pointu. C'est bon. Et puis, donc, le dernier petit concept que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le concept de compromis, donc trade-off en anglais. Une des choses qui m'intéresse, c'est s'il y a des compromis entre les deux composantes. Donc, il se pourrait, par exemple, qu'un individu qui va dépenser beaucoup d'énergie en activité, s'il ne peut pas manger plus ou trouver assez de nourriture pour rencontrer ces dépenses énergétiques-là reliées à l'activité, mais une façon, c'est de réduire les dépenses énergétiques dans une autre composante. Et puis ça créerait un compromis. Donc, des relations négatives entre des composantes par exemple, la reproduction et les taux métaboliques de base, qui est contre-intuitif d'une certaine façon. On va le voir un peu plus tard. Et puis, donc, un petit peu de statistiques ici. On parle, mais ça, rapidement, lorsqu'on teste une relation entre deux traits, comme par exemple ici l'activité et la dépense énergétique de base, on va estimer ce qu'on appelle une corrélation phénotypique. Mais cette corrélation phénotypique-là peut refléter la corrélation interindividuelle, comme ici dans ce cas-là. Ici, chaque individu est représenté par un point noir. Et donc, il y a certains individus qui ont des dépenses basales basses et qui sont très actifs, vous voyez. Et il y a d'autres individus qui ont des dépenses basales élevées, mais qui sont peu actifs. Donc, ça, ici, dans ce cas-là, la corrélation qu'on voit au niveau phénotypique, la ligne en noir, est le reflet de ces différences-là individuelles. Et puis, si on prend des mesures répétées sur chaque individu, on voit qu'il y a de la variation en activité, il y a aussi de la variation en taux métabolique, ces petits points-là ici, là, ouverts, mais on voit qu'il n'y a pas de relation à l'intérieur d'un individu. Donc, qu'un individu soit plus actif d'une journée à l'autre, ça n'a pas d'influence sur son taux métabolique de base. Par contre, il y a un autre cas aussi. Ici, vous voyez les points noirs, il n'y a pas de relation. Donc, la ligne bleue, ici, la corrélation interindividuelle, elle est nulle, puisqu'il n'y a pas de relation entre l'activité et les dépenses de base si on regarde les moyennes individuelles. Par contre, il y a beaucoup de variabilité au niveau intra-individuel. Vous voyez ici, cet individu-là, lorsqu'il est beaucoup plus actif, ses dépenses énergétiques de base sont plus basses. Et lorsqu'il devient une semaine plus tard, il va faire du vélo de montagne dans les montagnes noires, il dépense beaucoup d'activités, ses dépenses de base diminuent, moins d'activités, ses dépenses de base vont
augmenter. Donc, dans ce cas-là, si on échantillonne cette population-là, on va obtenir une corrélation phénotypique négative, mais ça sera le reflet des processus qui ont lieu à l'intérieur des individus. Donc, dans mes recherches, ça, c'est le pain et le beurre de mes recherches, d'être capable de partitionner ou de faire la différence entre ces deux niveaux-là, inter-individuel et intra-individuel. Et puis, je vous dirais que ça me donne un edge, d'une certaine façon, dans mes recherches, parce qu'il y a beaucoup de physiologistes qui n'utilisent pas ces techniques statistiques-là et puis qui passent à côté de beaucoup de relations dans leur jeu de données. Souvent, même, je vais relire l'article d'un ami, d'un scientifique, et puis je regarde, hey, tes données se portent très bien à tel genre de statistiques. Ils disent, ah oui, ben, tiens, les voilà, j'analyse ces données et puis je trouve des relations qu'ils n'avaient pas trouvées auparavant. Donc ça fait vraiment, puis vous allez voir, je vais en parler beaucoup dans la présentation. Ce que ça prend, par contre, ça ne prend pas n'importe quelle sorte de données. Ça prend des données répétées. Donc, il faut mesurer plusieurs fois l'individu, mais des données pairées. Donc, il faut, par exemple, avoir des données de métabolisme et de comportement une certaine journée sur un ensemble d'individus, et puis attendre, et puis prendre encore des données de métabolisme et de comportement plus tard dans la vie de l'individu. Et puis, ça prend des statistiques des modèles mixtes multivariés. Donc, pour étudier, il y a plusieurs approches analytiques qu'on peut utiliser pour étudier l'évolution corrélée des traits de comportement et de physiologie. J'en ai énuméré 5 ici, ce sont mes préférés. Il y en a plusieurs autres, mais ce sont mes approches préférées. Donc, je vous ai déjà parlé on peut étudier la variation individuelle, donc prendre des mesures répétées sur plusieurs individus et regarder comment la valeur des traits varie dans le temps et entre individus. Si on peut mesurer le succès reproducteur des individus en nature, on peut regarder comment la sélection naturelle agit sur les traits physiologiques de comportement. Si on connaît les liens de parenté entre ces individus-là, c'est encore mieux parce qu'on peut utiliser des approches de génétique quantitative et regarder l'hérédité, le caractère héréditaire des traits complexes. Et si on est encore plus courageux, on peut utiliser une expérience de sélection dans laquelle on va créer des lignées, dans laquelle on va sélectionner certains traits et puis voir à travers les générations comment est-ce que ces traits-là vont évoluer et d'autres traits. Et puis, on peut aussi mesurer les traits de physiologie de comportement sur plusieurs espèces qui font partie d'une phylogénie, dans le fond, et puis regarder comment est-ce que les traits physiologie et comportement vont avoir coévolué à travers le temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, mais premièrement, il n'y a pas nécessairement une méthode qui est meilleure que l'autre, mais moi, ce que j'aime, c'est combiner certaines méthodes. Et puis, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma carrière. En 2015, lorsque j'ai obtenu un poste à l'Université d'Ottawa, j'ai établi un programme de recherche à long terme sur les souris à pattes blanches, dans lequel le but ultime, ça serait de reconstruire le pedigree d'une population et puis quantifier leur fitness. Mais ça prend du temps. Mais donc, en attendant, on étudie la variation interindividuelle chez les souris. Donc, j'ai dit aussi, ça prenait du temps pour pouvoir utiliser des approches de génétique quantitative sur une population sauvage. Donc, en attendant, j'ai aussi parti en collaboration avec des collègues de l'Université d'Ottawa. On utilise des techniques de génétique quantitative qu'on applique sur des petits insectes en laboratoire. Donc, dans ce cas-là, c'est bien pratique. On n'a pas de comité éthique à convaincre pour faire nos. Et puis, on peut utiliser des tailles d'échantillons très grandes. Et donc, vous voyez ici, il y a vraiment une expansion logique. Donc, la prochaine, ça n'a pas passé encore au comité d'éthique, mais si vous voulez faire une expérience de sélection artificielle sur des humains, donc ça n'a pas passé. Je n'ai pas été capable encore de faire ça. Donc, entre-temps, on oublie l'expérience de sélection, on va étudier la variation individuelle chez les humains. Donc, c'est ça aujourd'hui, je vais vous parler. Rapidement, voici la souris à pattes blanches. Ce n'est pas nécessairement l'animal le plus charismatique, mais c'est un petit animal dont c'est quand même assez pratique de pouvoir mesurer le métabolisme, la performance et le comportement des souris. Et puis, notre site d'étude, c'est à la station biologique de l'Université Queen's. Donc, on a 2 grilles. Donc, une grille sur l'île Carl et une grille aussi sur le
continent, mais je ne sais pas comment dire en français. Il y a comme c'est un continent. Le but, ce n'est pas de comparer, mais c'est vraiment d'estimer le flux génique. Et puis, lorsqu'on capture une souris, on la ramène en laboratoire ici, qui n'est pas trop loin. Et pas trop loin du site d'études et aussi pas trop loin de la cafétéria. Donc, ça, cette station biologique-là, durant l'été, c'est vraiment un camp de vacances pour biologistes. Il y a beaucoup de personnes qui étudient. Nous, on étudie les souris, mais il y a beaucoup de personnes qui étudient les plantes, les insectes, les poissons. Donc, voici, j'ai dit que c'était une île, c'est pas tout à fait vrai. Là. Il y a quand même un petit ruisseau là, avec un petit pont ici, mais on peut marcher sur l'île. Qui fait 7 hectares. Et puis, sur l'île, ben, on a des stations de trappage permanentes, donc des trappes longues de type au long work, qui sont protégées d'une cage, puisqu'il y a des ratons laveurs. Et puis, lorsqu'on laisse nos cages toute la nuit avec une pomme et des graines de tournesol, elles se font attaquer par. Il a fallu qu'on construise des cages pour protéger nos trappes. On a aussi des nichoirs attachés par. Ça, c'est mon père ici qui est assez débutant, qui a pensé au design d'attache. Ce sont des vieilles tripes de vélo, des vieux tubes de vélo, de pneus de vélo. Donc on attache des nichoirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, il n'y a pas de trou en face, donc le trou est à l'arrière. On ne veut pas d'oiseaux dans nos nichoirs, seulement des souris. On trouve quand même beaucoup d'autres insectes, des serpents. Parfois. Donc, ça nous permet de capturer des souris et parfois capturer maman avec des bébés. Et puis, c'est là, à ce moment-là, que les assistants et les assistantes de terrain sont très contents puisqu'ils peuvent avoir des petits bébés souris dans les mains. Est-ce que c'est correct si je garde la lumière comme ça? Donc, ça, c'est notre espace de laboratoire. On a un endroit ici, avec une caméra en haut, on relâche les souris, on peut quantifier leur comportement d'exploration dans un environnement nouveau. On a une piste de course ici on met la souris dans une boîte, on lui fait peur et elle court, on mesure leur vitesse de course. On a aussi des machines. Donc, ça, c'est une chambre environnementale qui maintient la température constante, puis on peut mesurer les dépenses énergétiques. Au repos des souris. Et puis, le premier étudiant de maîtrise qui a travaillé sur les souris, c'est Ilias. Et il s'est posé la question, est-ce qu'il y a un compromis entre la force de préhension et la vitesse de course? Et puis, on a une raison de penser qu'il pourrait y avoir un compromis. Premièrement, parce que les deux devraient avoir une relation positive avec la fitness, parce que la force de préhension peut être utile pour grimper aux arbres et s'agripper aux petites branches. Et la vitesse de course pourrait être utile lorsqu'on veut éviter un prédateur. Par contre, on sait que le type de fibre musculaire qui favorise une force et une course sont différents. Et on sait aussi que la morphologie de l'épaule des rongeurs peut être différente et peut maximiser la course ou la grimpe. Donc, on peut penser qu'il devrait y avoir un compromis. Donc, s'il y a un compromis, ce qu'on devrait observer, ça serait une relation négative entre la force de préhension et la vitesse de course. Et Ilias a mesuré ça sur 168 souris. Et puis, lorsqu'il a pris leur meilleure valeur personnelle, ce qu'il a obtenu, c'est une corrélation positive entre les deux. Donc, l'inverse d'un compromis. Par contre, ça, je vous ai dit, on n'a pas encore partitionné les covariantes. Donc, il a mesuré 168 individus, mais il a pris 400 mesures au total. Donc, en extrayant, en prenant seulement les valeurs, les records personnels de chaque souris, il rejetait beaucoup de données répétées. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus qu'une souris est mesurée de fois, donc ici, on voit le nombre de tests répétés, bien, plus qu'en moyenne, les souris qui ont été testées 6-7 fois ont des valeurs plus élevées que les souris qui ont été testées seulement une fois. Et puis, c'est normal, puisqu'on va toujours prendre la meilleure valeur. Donc, un individu qui a été testé 2, 3, 4, 5 fois a toujours une autre chance de battre son record, alors qu'une souris qui est seulement testée une fois a juste une chance de faire son record, si on peut parler. Donc, c'est ça qui générait la relation positive entre les deux traits. Et puis, c'est ça que les gens, pendant une dizaine d'années, ils testaient pour des compromis de performance, ils obtenaient l'inverse, puis ils se posaient la question, bien, comment ça?
Et puis, la réponse était que il fallait partitionner la variance. Donc, lorsqu'on prend tout l'ensemble des données pairées et puis qu'on fait une approche de partitionnement de la variance, mais lorsqu'on observe les valeurs moyennes et lorsqu'on contrôle pour l'âge, la séquence et tout ça, c'est à ce moment-là qu'on observe le compromis de performance chez les souris. Et puis, j'ai trouvé la même chose, par exemple, en regardant dans des jeux de données sur les décathlètes et les heptathlètes, donc les athlètes humains qui performent aux Jeux olympiques. Donc, le temps passe très vite. J'ai beaucoup de choses à vous parler sur les souris encore, mais je veux aussi vous parler des insectes et ouais, donc, je vais aller très vite. Donc, je ne vais pas vous parler du projet de maîtrise d'Alissa, ni de Nathalie, et ni de Merlin. Je vais vous parler, donc, depuis 2016, on collecte beaucoup de données, donc, de comportement, de performance et de métabolisme. Et puis, là, maintenant, on est rendu, dans le fond, il y a eu un étudiant de maîtrise qui a travaillé sur chacun des petits modules, et maintenant, on est rendu qu'on a assez de données pour regarder comment est-ce que les traits de performance, métabolisme et comportement covarient entre les deux, et comment est-ce que les traits de ces traits-là vont covarier avec la fitness. Donc, c'est là que les lichoirs rentrent en compte. Donc, depuis 2016, on voit ici que la population, le nombre de souris capturées au cours d'une année va varier d'une année à l'autre. Et puis, ben, là, en 2022, j'ai bien hâte de voir encore. Donc, c'est une série temporelle encore courte, mais j'espère pouvoir encore être capable de retourner sur ce site-là à chaque année et puis continuer à récolter des données. Maintenant, on arrive à la partie 2. Les petits insectes en laboratoire, donc en utilisant une approche de génétique quantitative. Donc, tout ça, c'est possible grâce à la collaboration avec des professeurs à l'Université d'Ottawa qui travaillent uniquement sur les mouches, donc Howard. Et puis, ensemble, on a co-supervisé Mathieu, qui a fait son doctorat en vitesse éclair. Et une des raisons pourquoi il a été capable de faire ça aussi rapidement, c'est que je me suis muni d'un système de respirométrie à haut débit ou au high throughput. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour les souris sauvages, on a 8 chambres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en une journée, on peut mesurer le métabolisme de 8 individus. Ce système-là a 64 chambres. Donc, Mathieu, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que vers 4 heures, avant de partir chez eux, il allait dans le laboratoire, il prenait 64 mouches, il les mettait dans chacune de ces petites chambres individuelles-là, faisait sur play, et puis lorsqu'il revenait à 8 heures le lendemain matin, ben, il avait mesuré le métabolisme de 64 mouches. Et puis, ça diffère, ça permet de gagner des tailles d'échantillons énormes très rapidement. Donc, voici ici une des études de Mathieu, environ plus de 600 femelles et 600 mâles. Et vous voyez ici comment que la production de CO2 va varier à travers le temps et va surtout diminuer. Et puis les petites croix, les petits signes plus bleus, ici, ça c'est la valeur la plus basse observée sur un individu pendant cette nuit-là. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le taux métabolique de base, ou les dépenses énergétiques de base. Et puis, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on va, en même temps qu'on mesure le métabolisme ici, là, vous voyez la ligne rouge, on va aussi mesurer l'activité locomotrice. Donc, vous voyez ici, cet individu-là, il y a 4 augmentations pendant la nuit de métabolisme. Et à chaque fois, ça coïncide avec une augmentation de l'activité locomotrice. Donc, on sait vraiment que lorsqu'on observe la valeur basse d'un individu en métabolisme, on est capable de dire est-ce que l'individu était aussi immobile? Oui, il l'était. Donc, on élimine la partie comportement de nos mesures de métabolisme. Mais le but, ensuite de ça, c'est de voir est-ce que le métabolisme au niveau basal covarie avec l'activité d'un individu, son activité moyenne dans toute la journée. Voici comment est-ce qu'on mesure l'activité. On plaçait les mouches dans un tube similaire. C'est juste que pendant 24 heures, on ne pouvait pas mesurer le métabolisme. On faisait seulement mesurer l'activité locomotrice des individus. Puis vous voyez ici, pendant la nuit, il y a très peu d'activité. Donc, le matin, entre 7 et 9 heures, il y a beaucoup d'activité. Ensuite de ça, l'activité diminue et
Aussi, lorsqu'on ferme les lumières, il y a aussi un autre pic d'activité en soirée. Et puis, lorsqu'on regarde là, ici, ça, c'est la corrélation. Ici, la corrélation interindividuelle. Donc, je vous parle de la corrélation interindividuelle et non phénotypique. Là. Donc, on a utilisé nos techniques de partitionnement de la variance pour quantifier la corrélation interindividuelle. Chez les mâles, on a une corrélation positive et significative entre le métabolisme de base au repos et l'activité moyenne à travers la journée, alors que chez les femelles, cette corrélation-là n'est pas significative. Mais ça, c'était pour l'activité moyenne dans toute la journée. Maintenant, on va regarder la corrélation chez les mâles et chez les femelles, mais entre le taux métabolisme de base et l'activité exprimée dans différentes parties de la journée. Et vous voyez ici surtout l'activité qui a été, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le pic d'activité le soir, mais vous voyez ici la corrélation chez les mâles est positive tout le temps, n'importe quand de la journée, alors que chez les femelles, à ce moment précis, il y a vraiment une corrélation négative entre les dépenses énergétiques de base et l'activité durant le pic de soir. Donc, vous voyez ici la corrélation forte et positive chez les mâles et la corrélation forte et négative chez les femelles. Et puis, donc ça, c'était les premiers résultats qu'on avait obtenus sur les mouches. Ce qui nous amène à l'approche de génétique quantitative. Avec les mouches, c'est plus facile de prendre un mâle et puis de l'accoupler avec plusieurs femelles. Et puis, lorsqu'on fait ça, ben, les mouches bébés, les bébés mouches qu'on obtient sont des familles, des frères et sœurs et des demi-frères et des demi-sœurs. Et en utilisant des techniques encore de partitionnement de la variance, on est capable de quantifier la variabilité génétique dans nos traits. Et puis là, ben, je ne veux pas aller plus loin que ça, mais je sais que c'est un sujet de pointe, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Et puis, ça devient quand même assez poussé lorsqu'on fait ça. Ben, juste pour vous dire que c'est une des seules études que je suis au courant, dans laquelle on a été capable de quantifier plus de 1000 mesures des mesures de métabolisme, d'activité et de fitness et de masse corporelle chez des milliers d'individus. Donc, on est encore en train d'analyser ces données-là et puis surveiller les journaux académiques pour en savoir plus. Donc, je vais passer ça ici, puis tout de suite, je vais vous parler des humains. Parce que les techniques de partitionnement de la variance que j'ai développées, et les approches et les questions que je me pose en étudiant les souris, les petits mammifères et les petits insectes, bien, à un moment donné, depuis peut-être 5 ans, je me suis mis à transposer ces approches-là, à étudier et à transposer les approches statistiques à des jeux de données sur les humains. Et puis ça m'a permis de découvrir des choses assez intéressantes. Donc, surtout sur la performance, les compromis de performance. Donc, j'ai utilisé ces techniques-là de statistiques sur des jeux de données issus de compétitions sportives dans lesquelles les athlètes doivent maximiser leur performance dans différentes disciplines qui sont parfois contradictoires, qui requièrent des groupes musculaires différents, comme par exemple les décathlètes doivent courir, sauter et lancer. Et puis, on sait que si on compare les spécialistes du lancer du poids et un spécialiste du saut en hauteur, ce n'est pas pareil tout à fait. Le lancer du poids, absolument très grosse masse musculaire, alors que le saut en hauteur demande plus un corps élancé et puis moins de masse musculaire, puisque il faut quand même lever cette masse musculaire au-dessus de la barre. J'ai aussi étudié les compromis de performance chez les athlètes et pour moi, quelqu'un qui fait un triathlon Ironman est un athlète, mais il y a des athlètes de niveau élite, mais dans ce jeu de données-là, il y avait aussi des athlètes moins élites, donc d'âge différents, de tous les âges, donc ça devenait intéressant. Et puis aussi chez les nageurs qui compétitionnent dans la discipline medley, donc qui doivent nager la brasse, le dos, le papillon et un peu là, c'est en anglais d'habitude que je parle de ça. C'est pas les 4 types de nage dans l'intérieur de même le crawl.
La brasse, le papillon et le dos. Donc, on a trouvé des compromis entre deux de ces combinaisons-là. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'obésité un petit peu et des compromis énergétiques. Donc, je vous ai parlé de budget énergétique chez les animaux en nature qui ont probablement tous ces composantes-là. Lorsqu'on parle des adultes, des humains issus de l'ère moderne, adultes, ère moderne, ceux qui portent les vêtements et qui vivent dans un environnement hautement thermorégulé à notre place. Donc, dans ce moment-là, si on est adulte et humain et on s'habille comme il faut, ben, on peut éliminer la partie croissance puisqu'on est adulte. On peut quand même on peut négliger du moins la partie thermorégulation. Reproduction aussi, parce qu'on sait si les individus sont en reproduction ou pas. Donc, on peut simplifier le budget énergétique comme étant 3 composantes. La composante de base, la composante reliée à ton activité, et puis 10% ici de digestion qui est quand même assez constant. On peut quand même considérer comme étant constant. Donc, la question, il reste ici, là, pas beaucoup de temps, mais ça va demander un petit effort de concentration parce que c'est un petit peu la partie conceptuelle du budget énergétique. On va regarder le lien entre les dépenses énergétiques de base et les dépenses énergétiques actives qui sont principalement dues à l'activité locomotrice des individus chez les humains modernes. Et puis, en faisant ça, on va pouvoir tester lequel de 3 modèles de gestion énergétique va s'appliquer chez les humains. Donc, on va parler du modèle additif, du modèle de performance et du modèle de compensation. Et puis, à chaque fois, pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est des simplifications très brutales là, de budget énergétique. On va utiliser le petit graphique en barre ici. Donc, on a les dépenses énergétiques totales représentées par la somme des 2 composantes seulement, la composante activité et la composante basale. Et puis là, on va comment est-ce que le modèle de fonctionnement est représenté en comparant le niveau de neutre à qu'est-ce qui pourrait arriver si, mettons, on augmente notre activité. Donc ici, on passe je prépare ma présentation pour l'e-sport hier toute la journée, donc je n'ai pas été très actif, demain, je vais aller faire du vélo de montagne. Donc, d'une journée à l'autre, ou on pourrait aussi comparer 2 individus, donc par exemple, les profs d'université versus les étudiants sportifs qui pratiquent la nage. Donc, ici, on va juste comparer, OK, donc qu'est-ce qui arrive si on augmente nos dépenses reliées à l'activité? Bon, bien, la composante ici, la composante reliée à l'activité va augmenter, mais la composante de base reste la même. Donc, ça, c'est le modèle additif qui dit que les dépenses énergétiques sont simplement l'addition des 2. Et puis, il n'y a pas de lien entre la composante active et de base. Donc, si on regarde la relation entre les dépenses reliées à l'activité et au niveau de base, il n'y a pas de relation. Et puis, si on regarde le lien entre les dépenses de base et totales, bien, il y a une relation positive. C'est normal parce que les dépenses de base font partie des dépenses totales, mais on pense que la pente devrait être de 1, puisque s'il y a de la variation au niveau de base, les bases est comprise dans le total à cause de la relation part-whole. En anglais, c'est part-whole, la relation composante et de tout. Je ne sais pas, la composante basale fait partie d'un tout. Donc, s'il y a de la variation dans le basal, bien ça va être reflété dans le total, et puis ça va créer une pente de 1. Maintenant, le modèle de performance dit que si on augmente les dépenses énergétiques liées à l'activité, il va aussi y avoir une augmentation concurrente des dépenses reliées, des dépenses basales. Ça, on peut penser que être plus actif, ça va nécessiter une plus grosse machine métabolique qui, lorsque tu es au repos, bien, le coût d'entretien de cette machine métabolique-là est plus grand. Donc, un peu comme si on avait une Ferrari, bien, on peut aller vite avec notre Ferrari, sauf que lorsqu'on est à la lumière rouge et on attend le signal de départ, bien, la consommation d'essence est plus élevée avec un V8 d'une Ferrari qu'avec
avec une petite Volkswagen Beetle à 4 cylindres. Sauf que la Volkswagen Beetle, elle n'est pas capable d'aller aussi vite que la Ferrari. Donc, un peu le même, c'est pour ça qu'on l'a appelé modèle de performance. Donc, ce modèle-là va dire qu'il y a une relation positive entre les dépenses énergétiques composantes actives et basables. C'est le principe que je viens de vous dire. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on augmente les dépenses énergétiques de base et en lien avec les dépenses énergétiques actives, qu'est-ce qui arrive, c'est que la relation va dépasser 1. La pente de cette relation-là va être plus grande que 1 à cause de l'effet boule de neige. Et finalement, le modèle de compensation dit que si tu veux augmenter tes dépenses énergétiques reliées à l'activité, tu vas compenser par une réduction dans tes dépenses énergétiques de base, comme s'il y avait un compromis à faire. Donc, on prédit un compromis ou un phénomène de compensation entre les deux composantes, une relation négative. Et puis là, ben ça, c'est que la pente devrait être de 0. Pourquoi? Parce que les variations en taux métabolique de base vont être compensées par les variations en activité et vice-versa. Et puis ça génère une pente nulle. Et puis pour tester ça, pour tester ces modèles-là, on a utilisé la technique de l'eau doublement marquée qui a été appliquée pour la première fois chez les humains en 1981. Vous voyez ici le nombre de sujets qui ont été mesurés avec la technique de l'eau doublement marquée a augmenté dans les années 2000 lorsque la technique, le coût des isotopes a diminué. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un groupe qui a été mené par John Stickman et Herman Ponzu. C'était un groupe de management. Ils ont tous mis leurs données de dépenses énergétiques faites sur des humains ensemble. Donc, ça regroupe des chercheurs partout dans le monde. Et puis, ils ont tous mis leurs données ensemble et puis ils les mettent disponibles à n'importe quel chercheur qui voudrait répondre à ces questions de recherche. Et puis, nous, ce qu'on a fait, moi, en collaboration avec un de mes collaborateurs en Angleterre, on a dit, passez-nous vos données, et puis nous, ce qu'on va faire, c'est tester les modèles de compensation, performance, additifs chez les humains. Donc, pour ça, ça prend les données de mesure de base, de dépenses énergétiques de base. Ça, c'est mesuré avec la respirométrie, comme on a fait avec les souris, ou on fait avec les mouches. Sauf que cette fois-ci, on doit utiliser la technique sur des adultes consentants. Donc, on les a introduits dans une chambre métabolique où on leur met, la madame ici, elle a l'air très confortable ici avec son capuchon donc la madame le monsieur doit demeurer au repos pendant un certain nombre de temps pour quantifier les dépenses énergétiques de base. Et puis, on a fait ça, dans leur jeu de données, finalement, lorsqu'on filtre pour les individus qui avaient des données de dépenses énergétiques et de base, total et de base, on a une taille d'échantillon de quasiment 1300 individus. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a roulé un modèle de régression multiple où les dépenses énergétiques totales étaient analysées en fonction du sexe, de l'âge, de la masse nette, de la masse grasse, et puis on a inclus le taux métabolique de base comme covariable ici. Donc, vous voyez ici, ça, c'est les estimés du modèle. Lorsqu'on prend en compte les différences d'âge et de composition corporelle, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en termes de dépenses énergétiques. Par contre, on sait que plus on vieillit, plus nos dépenses énergétiques diminuent. Donc, et puis, on sait que plus on a de masse maigre, plus les dépenses énergétiques sont élevées, pour la simple et bonne raison qu'un éléphant consomme plus d'oxygène qu'une souris. C'est la même chose à moindre degré chez les humains. Aussi, la masse grasse n'est pas métaboliquement active, donc elle a un petit rôle à jouer sur les dépenses énergétiques, donc ce n'est pas significatif. Et puis, vous voyez ici, la variable de taux métabolique de base, elle était positivement reliée. C'est ça à quoi on s'attendait. Mais ce qui nous intéressait, c'est à savoir c'est quoi la pente, puisque les différents modèles prédisent des pentes différentes. Et vous voyez ici, la pente est de 0,639. Donc, ça, de quoi ça a l'air? Ici, on ne voit pas, il est supposé avoir une ligne de 1 pour 1. Vous voyez ici, la ligne de régression, elle n'est pas tout à fait 1. Donc, elle est plus basse que 1. Elle n'est pas 0. Si c'était la compensation totale, la ligne serait 0.
Si c'était le modèle additif, on aurait une pente qui serait plus grande que 1, et puis, excusez, de performance. Mais ce qu'on observe, c'est une pente qui est entre 0 et 1, donc un petit peu plus basse que 1, donc il y a un petit peu de compensation qui a lieu. Et juste pour vous mettre ça en perspective, si par exemple, on passe d'une journée à l'autre, on double les dépenses énergétiques reliées à l'activité, ben, on pourrait penser qu'on a augmenté nos dépenses énergétiques quand même de beaucoup. Et puis, ça serait vraiment le fun, hein? Donc, si c'était aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a 36 de compensation qui a lieu. Donc, il y a une diminution des dépenses énergétiques de base de 36 Donc, à la fin de la journée, on n'a pas dépensé autant d'énergie que ce à quoi on a de ce à quoi on a dépensé à notre activité, mais plus qu'il y a des compensations qui ont lieu dans la composante de base, bien, à la fin de la journée, vous connaissez bien l'expression no pain, no gain. Moi, je dis c'est all the pain, half the gain. Ben, pas tout à fait half, là, un third of the gain. Et puis, on s'est posé la question, est-ce que ce phénomène de compensation varie en fonction de l'âge, du sexe et de la composition corporelle? Et puis, donc, pour tester ça, on a inclus des interactions entre la dépense énergétique de base et l'âge, le sexe, la masse maigre, et le seul facteur, la seule interaction significative, c'était avec la masse grasse. Et puis, rapidement, c'est les derniers résultats que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ça ici, c'est l'indice de masse, la distribution de l'indice de masse corporelle des participants dans l'étude. Donc, vous voyez, la plupart des individus voici la variabilité. Et puis là, on va regarder, on va quantifier. Voilà, voici la ligne de 1 pour 1. Okay? Donc, il n'y a pas la pente moyenne là, en pointillé noir ici n'est pas tout à fait 1, elle est plus basse. Et puis, lorsqu'on regarde chez les individus qui ont un indice de masse corporelle de 20, vous voyez qu'en rouge, cette pente-là, elle est plus élevée que chez les individus qui ont un indice de masse corporelle de 34. Donc, la pente est plus basse. Donc, une pente plus basse veut dire plus de compensation. Donc, on ne sait pas si ça, c'est un cause ou effet. Est-ce que c'est parce que les individus qui compensent plus vont avoir plus de misère, vont avoir plus de facilité à engraisser, malheureusement, ou c'est parce que lorsqu'on atteint un niveau d'adiposité plus élevé, que notre corps réagit d'une certaine façon, qu'on compense plus. On ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule, finalement, la dynamique. Donc, j'ai terminé ici. J'ai terminé avec un merci pour votre écoute attentive. Et puis, je vous laisse ici avec un résumé des résultats que je vous ai présentés. Merci beaucoup. Merci. Bon, moi, ma relation au sport vient de changer complètement. Là. Je ne suis pas sûre que ça me fait plaisir d'entendre ces résultats-là. D'habitude, on fait un round de questions. Là, vous avez 1 heure avec le conférencier après pour poser toutes vos questions. Vous pouvez en poser maintenant s'il y en a qui brûlent les lèvres. Sinon, je vais mettre ici. Sinon, Benoît, serais-tu capable de me dire si on a des questions dans l'audience virtuelle? Pas pour l'instant. S'il y en a qui ont des questions Questions, je peux les poser. Benoît va me les relayer. Moi, j'en ai une pour toi, Benoît. Dans le fond, tu étudies des organismes différents, les humains, les souris, les insectes. Est-ce qu'il y a des, dans les compromis que vous voyez, il y a des choses que vous voyez d'un organisme à l'autre ou c'est très dépendant de l'organisme en soi? Est-ce qu'il y a comme des généralisations qui se font ou c'est vraiment tout le temps très spécifique à l'organisme que vous étudiez? Pour les... Oui, il y a des choses qu'on regarde qui sont similaires, par exemple, surtout lorsqu'on parle de budget énergétique et de compensation. On a fait une étude récemment sur des souris en captivité dans laquelle on était capable de mesurer la composante de base. Et puis, vu que c'était des souris en captivité, les seuls comportements, on a été capable de quantifier toutes leurs activités locomotrices sur la roue et dans la cage. Et puis, à ce moment-là, on a trouvé
des valeurs, on a trouvé des résultats vraiment similaires à ce qu'on trouve chez les humains. Donc, d'un individu à l'autre, il y a des individus qui sont capables de... en fait, c'est que cette étude-là pousse un petit peu plus loin, là, puis les résultats qui sont similaires sont en fait les résultats un petit peu plus poussés dans lesquels on partitionne les liens entre les dépenses énergétiques et l'activité au niveau intra- et intra-individuel. Et on se rend compte qu'il y a des individus qui ont des dépenses énergétiques plus élevées. Et puis, eux sont capables d'attribuer plus d'énergie à leur activité et à leurs composantes de base. Sauf qu'à l'intérieur d'un individu, si une journée tu dépenses plus d'activité, il va y avoir une compensation intra-individuelle. Donc, ça, ces phénomènes-là qui sont différents au niveau inter- et intra-individuel, on observe ça chez les souris et chez les humains. Okay. Donc, il y a des parallèles à faire. Et puis, le parallèle pourrait se faire aussi sur les compromis de performance. Donc, Ilias a trouvé un compromis de performance entre la vitesse de course et la force des souris. Et puis, le pattern qu'il a observé au niveau inter- et intra-individuel est similaire au pattern qu'on observe chez les décathlètes, qui là, dans ce moment-là, le pattern est inverse. Donc, il y a des athlètes qui sont, à cause de leur morphologie, ils sont vraiment meilleurs à un type de discipline, comme par exemple les lancers. Et puis, donc, les décathlètes qui sont meilleurs que la moyenne au lancer sont moins bons que la moyenne à la course. Sauf qu'à l'intérieur d'un individu, à l'intérieur d'une même compétition, si tu performes mieux qu'à l'habitude dans le lancer, dans cette même compétition-là, tu peux aussi performer mieux qu'à l'habitude à la course. Donc, ça, puis on observe ça aussi chez les souris. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que les parallèles s'arrêtent là, par contre, parce que en termes d'énergétique, c'est facile, puisque ce qu'on mesure sur une souris ou sur un humain, c'est la même chose. C'est les dépenses énergétiques, c'est la consommation d'oxygène. Mais des fois, performance ou comportement, c'est pas tout à fait, on ne peut pas toujours faire des parallèles. OK, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu peux revenir à la dernière figure que tu as présentée, corrélation? Je trouve ça vraiment intéressant. Celle du bas, on voit la corrélation. On voit aussi qu'il y a quand même une grande variabilité. Et cette variabilité-là, tu l'expliquerais. Est-ce que tu expliquerais par des individus qui sont plus, on va dire, performants, c'est-à-dire par le fait qu'un même individu, tu l'aurais échantillonné plusieurs fois, tu aurais obtenu différentes réponses. Ah oui, ben, c'est super intéressant. La réponse rapide, c'est les deux. Donc, on le sait depuis toujours qu'il y a des très grandes variabilités au niveau inter-individuel en dépenses énergétiques. Et puis ça, c'est un mystère. Quand j'ai commencé mon doctorat, c'était le mystère de la variabilité inter-individuelle en taux métabolique de base. Ça ici, c'est les taux métaboliques total. Donc, ça pourrait, la variabilité là-dedans inclut la croissance, l'activité, un petit peu moins vu que ce sont des humains adultes modernes. Mais lorsqu'on travaille, par exemple, sur des souris sauvages, là, par contre, le taux métabolique de base, on a éliminé plusieurs facteurs. Il y a beaucoup de critères à rencontrer pour qu'une mesure, on puisse l'appeler taux métabolique de base. Et puis, même à ça, la variabilité est très grande. Donc, on se pose, est-ce que c'est relié au comportement et tout ça? Et puis, cette variabilité-là a lieu d'un individu à l'autre, mais aussi à l'intérieur d'un individu. Et puis, donc, la partie que je n'ai pas parlé ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mesures répétées chez les humains. Mais vous voyez ici les dépenses énergétiques chez des humains âgés de 70 ans à 90 ans. Donc, en termes de variabilité comportementale, rendu à cet âge-là, on peut penser qu'il y a un petit peu moins de variabilité. Là. Quoique, on pourrait quand même être surpris. Tu vois ici, ça, c'est la variabilité au sein d'un individu d'une mesure à l'autre. Donc, lorsque cet individu-là a été mesuré la première fois, à l'âge de 80 ans, il avait une dépense énergétique de 16. Lorsqu'il a été mesuré 7 ans plus tard, à 86-87 ans, tu vois ici la variabilité qui a eu lieu à l'intérieur de l'individu. Donc, lorsque j'ai mis la main sur ces données-là, il y a beaucoup moins de variabilité à niveau intra-individuel, tu vois, au niveau des dépenses énergétiques de
de base, sauf que la moyenne aussi est plus basse, donc il y a un lien ici. Mais lorsqu'on analyse ces données-là au niveau inter- et intra-individuel, on se rend compte que la compensation a lieu au niveau intra-individuel. Donc, du moins, à cet âge-là, lorsqu'on dépasse 70 ans, si d'une journée, on décide qu'on est beaucoup actif, ben, cette même journée-là, il va y avoir une compensation des taux de dépenses basales qui s'approche de 100%. Donc, juste pour te dire ici, là, voici la relation négative entre les dépenses énergétiques reliées à l'activité et basale. Donc, c'est quasiment une relation 1 pour 1. Donc, la dynamique de compensation est quasiment totale rendue à l'âge. Donc, il y a toujours. Donc, oui. Encore d'autres mauvaises nouvelles. Ouais, ben c'est ça ira pas mieux avec le temps. C'est ça. Ouais. Benoît, tu as des questions? Oui, j'ai 2 questions dans le chat. La première qui vient du CCF Chapters and Company. Je ne suis pas sûr c'est qui cette personne-là. Elle demande quel est le pourcentage maximum de compensation de BEE que le corps peut atteindre lorsqu'on augmente la charge d'activité physique? Ben, je pense que la capacité maximale devrait être 100%. Je verrais mal comment est-ce que la compensation pourrait dépasser. Mais ça pourrait être possible. Là, imagine d'une journée à l'autre, un individu décide de dépenser, je vais dire un chiffre de même, 300 calories de plus en étant sur son vélo. Ben, si le corps pourrait compenser en diminuant cette dépense énergétique de base de 400, mais je verrais moins comment ça pourrait avoir lieu, là, mais théoriquement, ça pourrait dépasser le 100%, mais je vois mal comment ça pourrait avoir lieu. OK. Merci. J'en ai une deuxième, Audrey. Est-ce que tu veux que je la pose tout de suite? Oui, vas-y, Benoît. C'est une question qui vient d'Obed, un de nos étudiants internationaux qui ne parle pas très bien le français. Donc, il a apprécié tes slides en anglais. Je vais te poser la question en français quand même. Il se demandait comment tu as fait pour mesurer, dans le fond, la vitesse de sprint des 2 types de souris dans ton expérience. Pourquoi tu as choisi les souris puis les abeilles pour cette expérience? Est-ce qu'ils ont des traits qui étaient plus faciles pour cette expérience-là? Oui, donc peut-être, oui, c'est ça. Donc, juste pour expliquer, c'était tous sur des souris à pattes blanches. Donc, peut-être que les petites images que j'ai utilisées entre la souris blanche et la souris brune ont porté à confusion. Je pense que je l'ai ici, la façon qu'on a mesuré les. J'ai beaucoup de résultats additionnels. Ah non, je pensais que j'avais une vidéo de comment est-ce que j'ai mesuré la vitesse de course. Donc, on a une piste de course de 3 mètres de long par 12 cm de large. Et puis, tout le long de cette piste de course-là, il y a des capteurs tactiles. Donc, c'est des trans, je ne sais pas en français, c'est un peu comme lorsqu'on veut allumer une lampe seulement en touchant. Bon, mais ça, c'est en touchant la partie métallique, on change la conductivité. Donc, ces capteurs-là, tactiles, tout le long de la piste de course, vont détecter le toucher de la souris. Et puis, lorsqu'on fait courir la souris, bien, elle court sur les capteurs tactiles et c'est comme ça qu'on peut mesurer leur vitesse de course. Et puis, on leur fait vraiment peur. On utilise différentes techniques. Donc, on fait du bruit. Et puis, moi, j'ai même développé une propre technique qui est le rire diabolique. Ça marche. J'ai pas pensé te le demander, mais. Es-tu capable de résumer ta réponse en anglais pour Obed, vu que c'est lui qui l'avait posé? Je trouverais ça dommage qu'il n'ait pas entendu. Yes. So, just to clarify one thing, the trade-off that we observed between grip strength and sprint speed was within one species, and that was the white-footed mouse. So we didn't use 2 different species for that work. The relationship is among individuals within the species. And we measured sprint speed by scaring off mice, and so forcing them to run down a racetrack that had tactile sensors. And then we could measure
sprint speed of the mouse this way. And then we also measured grip strength by having them grip onto a metal grid and pulling them by the tail. And that grid, but that grid was attached to a force gauge, and that measured the maximum grip strength of the animal. And then using variance partitioning approach, we detected a trade-off between strength and speed. And when we looked into the physiological literature, and it made sense from a physiological and morphological perspective. I hope that answered your question. Merci beaucoup. Moi, as-tu d'autres choses en ligne? J'ai une autre question de Dama. Oui, Sam. la dernière. OK. Il y a un petit prélude, là, je vais l'aller au complet. Je vous remercie pour cette présentation enrichissante. J'aimerais poser une question par rapport à mon sujet de recherche et pourrais par la suite représenter une de mes hypothèses. Dans le cadre de mes travaux sur le terrain, on installe des clôtures dans les différents blocs de notre expérience, différents traitements de prélèvement sylvicole. Je me demande, est-ce que la consommation des serres pourrait avoir une relation vis-à-vis des dépenses énergétiques totales parcourues par ces espèces dans les différents blocs, et est-ce que cela a une relation avec la densité des serres? Merci. Oui, c'est... en fait, la première chose que j'aimerais dire, c'est les techniques statistiques que j'ai utilisées aujourd'hui, c'était pour partitionner la variance au niveau inter- et intra-individuel. Mais le même principe s'applique au niveau inter- et intraspécifique, ou même lorsqu'on a des mesures répétées dans différentes parcelles, il y a des relations qui peuvent avoir lieu au niveau interparcelle et intraparcelle. Donc, si par exemple, on a 10 enclos qu'on suit pendant 10 ans, et puis on prend des mesures à chaque année sur ces enclos-là, bien, lorsqu'on regarde la relation entre, par exemple, la densité de serre et la végétation, bien, il va peut-être avoir des enclos qui ont plus de serre que d'autres, et puis ça va avoir un lien entre la densité de végétation, donc ça serait une relation d'un enclos à l'autre. Mais à l'intérieur d'un même enclos, il y a peut-être une année qui avait plus de serre et d'autres, et puis là, il y a toute une dynamique temporelle qui se crée, parce que dans le fond, est-ce que ça varie aussi? J'imagine que la densité va varier de l'année en fonction de l'année avant. Donc, il y a des relations qui ont lieu aussi à l'intérieur des enclos, et puis partitionner ces variances et ces covariances-là peut permettre de répondre à des questions plus intéressantes, j'imagine, que lorsqu'on fait seulement prendre des moyennes et regarder. Ensuite de ça, en termes de dépenses énergétiques des serres en fonction de la densité de la végétation, là, c'est un petit peu... il faudrait probablement qu'on prenne un café ensemble et qu'on parle un petit peu plus longuement du projet. Je pense qu'il fait partie du cours, donc il va être présent pour cet après-midi. OK. C'est bon, Benoît, ou il y en avait d'autres? C'est correct. Il y a pu, Obed te remercie pour la réponse en passant en anglais. C'est bon. Merci à tous, à ceux qui écoutaient en ligne. Donc, merci. Vous pouvez suivre le site de l'Histoire pour savoir c'est quand la prochaine conférence.